Un bal masqué, un invité disparu, et des secrets enfouis au plus profond du manoir Honeysuckle. Bienvenue à Vérité Obscure, je suis votre hôte, Léon. J'adore voir cette communauté grandir. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous m'écoutez. C'est très important d'avoir de vos nouvelles. Maintenant, commençons. Le ciel au-dessus de St. Jude's-on-Water était un doux lavis de lavande estivale, le genre de crépuscule anglais qui semblait étirer le temps lui-même. Alors que le soleil déclinant saupoudrait d'or le sommet des haies et des cheminées, des lanternes étaient allumées sur les vastes pelouses du manoir Honeysuckle. Parasols en papier, colliers de perles, manteaux de velours et masques délicats flottaient et scintillaient alors que les villageois arrivaient en costume pour ce qui était présenté comme une soirée d'enchantement léger et de vin plus lourd. La mascarade du jardin, organisée par la nouvelle arrivée et quelque peu énigmatique Madame Rosalind Langham, a fait parler d'elle dans le comté. Miss Marple, assise sagement à une table de jardin en fonte près du treillis de roses, ressemblait plutôt à une figurine victorienne, égarée dans sa douce robe gris tourterelle et son modeste masque de dentelle. Elle n'aimait pas les mascarades. Trop d'artifices, trop de bruit. Mais l'épouse du pasteur l'avait persuadée d'y assister, qui affirmait qu'il s'agissait d'un événement caritatif en faveur de la bibliothèque locale. Tout est que, en sirotant un verre de sirop de gingembre et en observant tranquillement les mouvements autour d'elle, Miss Marple prenait des notes mentales. Il y avait le colonel Braxton, arborant son uniforme napoléonien, avec un verre de cognac et une claudication exagérée qui semblait disparaître dès que quelqu'un parlait de tennis. Il y avait Miss Ellie Ward, la pianiste vieillissante du village, essayant un charme coquet sous un masque cramoisi qui contrastait terriblement avec sa perruque rouge. Et bien sûr, le jeune Christopher Mayhew, de retour de Cambridge pour l'été, dont la conversation était plus bruyante que nécessaire et dont la tenue de centurion romain était un peu trop théâtrale pour être confortable. Mais c'est l'hôtesse elle-même qui a le plus attiré l'attention. Rosalind Langham, habillée en noble vénitienne en soie noire et broderie dorée, se tenait près de la fontaine, riant de quelque chose murmuré par son invité, M. Lucien Drake, maussade et aux yeux de corbeau. Pour certains, Madame Langham était une généreuse bienfaitrice. Pour d'autres, elle était une femme avec un passé, même si personne ne pouvait être tout à fait d'accord sur ce que ce passé impliquait. Les spéculations allèrent d'un chanteur d'opéra hongrois à la veuve, en disgrâce d'un magnate du transport maritime sud-américain. Il était presque 9h30 lorsque la musique s'arrêta et qu'un cri traversa le rire comme une corde de violon cassé. Les invités se figèrent à mi-chemin. La source du cri, une femme de chambre nommée Violette, est arrivée en trébuchant dans le chemin arrière de la maison, son tablier déchiré et ses mains tremblantes. « Il y a... quelqu'un. Il est à la véranda, » haleta-t-elle. « Il y a du sang. » La foule s'avança comme un seul organisme confus. Quelques invités ont instinctivement retiré leurs masques. D'autres s'accrochaient à eux, comme si l'anonymat pouvait les protéger de ce qu'ils allaient voir. Miss Marple se leva lentement, s'appuyant légèrement sur sa canne, et suivit tranquillement le sillage des fêtards vers la véranda. La scène qui les a accueillis était aussi théâtrale qu'horrible. Sous la verrière ombragée, éparpillé parmi les orchidées et les citronniers envahis, gisait un homme en tenue de soirée, son masque écarté et le cou grotesquement tordu. Du sang coulait de sa bouche jusque dans les plis de sa cravate. Des halètements éclatèrent. Quelqu'un se mit à sangloter. « C'est Monsieur Félix Harper », marmonna le docteur Lionel Percey, agenouillé à côté du corps. « Il est mort. Le cou cassé, très probablement. Je vais chercher le connétable. » Miss Marple, debout juste devant la porte de la véranda, cligna des yeux une fois. Monsieur Félix Harper, un avocat de Londres et l'un des invités personnels de Madame Langham, avait semblé tout à fait respectable lorsqu'il avait été présenté plus tôt dans la soirée.
Calme portant des lunettes, amateur de sherry sec. Pourtant il gisait là, sans vie sous un dais de jasmin et de glycine, comme s'il était tiré d'un mélodrame et déposé dans la réalité. Le gendarme arriva une trentaine de minutes plus tard, troublé et les yeux écarquillés. L'agent d'Eric Petwell venait tout juste d'être transféré de Bristol et était plus habitué aux conflits de circulation et au bétail errant qu'aux homicides lors d'une mascarade. Bien alors, personne ne quitte la maison, balbutia-t-il. Il s'agit désormais d'une enquête active. Miss Marple, qui avait vu beaucoup de vie et plus qu'un peu de mort, retourna s'asseoir près du treillis de roses tandis que le groupe se dissolvait en grappes nerveuses et murmurait des théories. Elle sirota pensivement le reste de son cordial, regardant de nouveau vers la maison où gisait le mort. « Meurtre lors d'une mascarade », murmura-t-elle presque pour elle-même. Comme c'est très baroque. Au matin, St. Jude's-on-Water bourdonnait comme une ruche dérangée. Chez le marchand de légumes, Madame Braithwaite a insisté sur le fait que Harper avait été empoisonné. Tiens, c'est pourquoi il était pâle à la fin. À l'église, le révérend Somers spéculait sur la justice divine. Le maître de poste du village a affirmé avoir vu un jour Harper lors d'une vive dispute à l'extérieur de la gare avec une femme au chapeau bleu. Cela aurait pu être sa maîtresse. Apparemment, tout le monde avait une théorie. Tout le monde sauf Miss Marple, qui avait passé la matinée à préparer un lot de gâteaux aux graines et à rendre visite à la femme du vicaire, apparemment pour rendre une assiette empruntée. En vérité, elle recueillait des impressions. « Je me demande, » dit doucement Miss Marple en acceptant une tasse de thé, « pourquoi le pauvre monsieur Harper semblait si mal à l'aise la nuit dernière. Avez-vous remarqué à quel point il évitait de danser et comment il sursautait lorsque quelqu'un mentionnait Venise? Madame Harper n'avait pas été mentionnée une seule fois dans les journaux, nota doucement Miss Marple. Personne ne s'était non plus demandé pourquoi Rosalind Langham, une femme arrivée si récemment, connaissait si intimement tant d'invités, et d'autres pas du tout. Après tout, une mascarade était un endroit parfait pour cacher quelque chose, ou quelqu'un. Et dans le village de St. Jude's-on-Water, rien n'a jamais été aussi innocent qu'il y paraissait. Le lendemain matin, lorsque le soleil a projeté sa lueur dorée sur les rues pavées de St. Jude's-on-Water, le village tout entier était inondé de spéculations. Le meurtre de Honeysuckle Manor s'était répandu dans la communauté, avec une telle rapidité, que même Madame Gadsby, clouée au lit pendant près de 15 jours à cause de la goutte, en avait entendu parler avant le petit déjeuner, à travers pas moins de 3 versions contradictoires. Au magasin de thé Lily & Larkspur, le bruit calme et habituel des tasses de thé a été éclipsé par le bruissement des journaux et les bavardages excités des commérages les plus affirmés du village. « J'ai toujours dit que ces Langham étaient beaux bizarres », a déclaré Madame Tilling, une grosse femme avec des rides permanentes gravées sur son front. « Vous ne lancez pas de balles masquées et n'invitez pas des étrangers à moins que vous n'ayez quelque chose à cacher. » Pensez, un avocat. Et dans une affaire aussi distinguée, murmura Miss Constance Tweddle, lissant la dentelle de ses poignets avec des doigts tremblants. Ce n'est pas naturel. Apparemment, il a été retrouvé avec ses lunettes à la main, a ajouté Daphné. Bletchley, la fille de l'épicier, avec la solennité d'un pathologiste, comme s'il était sur le point de les enfiler et qu'il avait vu quelque chose qui l'avait choqué à mort. Ou quelqu'un, dit Madame Tilling avec un regard significatif. Derrière eux, à sa table d'angle habituelle près de la fenêtre, Miss Marple remuait doucement son thé, ses pensées ailleurs. Elle était arrivée à 9 heures précises, avait commandé son pot habituel de scones de Ceylan et groseille, et depuis, elle écoutait tranquillement. Bien entendu, personne n'avait rien vu. Cela a toujours été le cas pour les crimes de village. Il y avait tellement de surveillants et, pourtant, personne n'avait jamais vraiment vu. Ce n'est que plus tard, lorsqu'ils regardèrent en arrière, que des bizarreries commencèrent à se présenter, de petites incongruités qui passaient auparavant pour sans importance. Prenez par exemple M. Lucien Drake, celui aux yeux, corbeau,
et à l'accent indétectable, qui avait disparu au milieu de la mascarade et n'était réapparu que lorsque le connétable était arrivé, ou la curieuse insistance de Madame Langham à ne pas prendre de photos lors de l'événement, alors qu'elle avait engagé un quatuor à cordes professionnel et un traiteur français. Et puis il y avait Violette, la servante qui avait retrouvé le corps, dont le visage pâle et le ton secoué, se souvient, Miss Marple, n'était pas tout à fait à la hauteur du calme et de l'efficacité avec lesquels elle avait ensuite attaché son tablier. « Je suppose qu'elle est sous le choc », avait dit gentiment la femme du vicaire lorsque Miss Marple en avait parlé. Mais Miss Marple, qui avait vu des femmes réellement choquées et des femmes simulant le choc avec une détresse convaincante, pensait qu'il y avait quelque chose qui n'était qu'un soupçon. Trop répété dans la performance de Violette, alors. Que les ragots montaient en flèche dans le salon de thé, Miss Marple se leva, paya sa note et s'avança sous le soleil du milieu de la matinée. La place du village était inhabituellement calme, à l'exception d'un groupe d'enfants jouant à la marelle et de 2 agents postés à la porte en fer du manoir, désormais fermée à tous, sauf aux visiteurs officiels. Elle prit la route, panoramique pour rentrer chez elle, passant devant le cimetière et le presbytère couvert de lierre, ses yeux observant plus que ce que le passant occasionnel pourrait remarquer. La pelouse de Honeysuckle Manor avait été débarrassée des décorations de la fête, même si un seul masque doré pendait toujours à un rosier comme un fantôme oublié. Miss Marple fit une pause, le remarquant. Pourquoi personne ne l'a-t-il récupéré? C'est là, alors qu'elle regardait le vent tirer sur le ruban du masque, qu'une calèche s'approcha. À l'intérieur était assis l'inspecteur détective Raymond Crail, un homme mince aux épaules anguleuses et aux manières à la fois brèves et courtoises. Il avait été envoyé du bureau du comté du Middleshire et avait l'air légèrement harcelé d'un homme peu habitué au protocole du village. « Miss Marple » dit-il en levant son chapeau en sortant de la voiture, « j'espérais vous trouver. »« En effet, » répondit-elle doucement. « Je suppose que nous ne sommes pas totalement étrangers l'un à l'autre, inspecteur. L'affaire des journaux. » De Greystone me vient à l'esprit. Crail sourit faiblement. « On se souvient de vous à la gare, je vous l'assure. En fait, on me dit que si jamais on s'intéresse à une affaire, il vaut généralement mieux écouter. » Miss Marple eut un petit rire effacé. « Oh, je ne rêverais pas d'intervenir, mais j'étais présent hier soir, et on remarque des choses. » Les yeux de Crail se sont aiguisés. « Alors peut-être pourrions-nous avoir un mot ?» Ils marchèrent lentement vers la place du village, en restant à l'ombre. Crail avait sorti son cahier avant de passer devant la mare aux canards. « Que pouvez-vous me dire sur M. Harper ?» il a demandé. Miss Marple croisa soigneusement les mains. Un homme assez agréable, calme mais pas timide, observateur. Je soupçonne qu'il n'était pas tout à fait à l'aise avec les débats d'hier soir. Les mascarades ne conviennent pas à tout le monde, vous savez. Il semblait regarder plus qu'il ne participait. Il y a eu un moment où Madame Langham a mentionné un voyage à Venise, et il avait l'air plutôt, alarmé. « Intéressant, » murmura Crail. « Pensez-vous qu'il a déjà connu Madame Langham ?»« Peut-être. Ou peut-être qu'il a reconnu quelqu'un d'autre. C'est le genre de fête où les identités sont fluides, n'est-ce pas ? Les gens se cachent derrière des masques, s'exprimant plus librement qu'ils ne le feraient autrement. » Crail griffonna brièvement. « Y a-t-il autre chose qui vous a marqué ?»« Seulement de petites choses. L'absence de Lucien Drake pendant près de 20 minutes, la façon dont le tablier de Violette était déjà déchiré quand elle est arrivée. Curieux, ça, si elle était simplement en train d'aller chercher de la limonade avant de trouver le corps. Et la bague en or au doigt de M. Harper. Un design inhabituel. Pas anglais, je pense. » Crail leva les yeux. « Vous avez remarqué tout cela au milieu d'une scène de meurtre ?»« On essaie de rester vigilant, » a déclaré Miss Marple avec un sourire modeste. L'inspecteur ferma son carnet. « Je vais parler à M. Drake et à la femme de chambre. Et je pourrais vous déranger à nouveau, Miss Marple. »« Je serai à la maison, » dit-elle, très probablement avec mon tricot. Plus tard dans la journée, le village retourna à sa routine, avec une pointe de formalité nerveuse. Chez le boucher, les commandes se passaient à voix basse.
Chez l'apothicaire, de petites files d'attente se formaient avec des questions sur les somnifères. Les enfants avaient pour instruction de ne pas s'attarder près du manoir, et le maître de poste tenait discrètement un registre des personnes qui envoyaient des télégrammes à Londres. Mais l'évolution la plus troublante s'est produite. Au coucher du soleil, Miss Marple, assise près de sa fenêtre avec une tasse de thé à la camomille et le deuxième volume de La vie des grands jardiniers, fut interrompue par un léger coup à la porte. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle trouva Violette, la servante de Honeysuckle Manor, debout sur le seuil, le visage blanc et tremblant. « Miss Marple, » murmura la jeune fille en se tordant les mains. « S'il vous plaît, puis-je vous parler? J'ai peur. » Miss Marple s'écarta sans hésitation. « Bien sûr, ma chérie. Entrez. Racontez-moi tout. » Alors que Violette franchissait le seuil, sa voix resta coincée dans sa gorge. « Ce n'était pas la première fois qu'il la menaçait, » dit-elle, les yeux se dirigeant nerveusement vers la fenêtre. « Et maintenant il est mort, et quelqu'un pense que je sais pourquoi. » Le sourcil de Miss Marple se leva légèrement. « Qui? A menacé qui, Violette ?» demanda-t-elle doucement. La jeune fille leva les yeux, sa voix à peine audible. « Monsieur Harper, il a menacé Madame Langham. Il a dit qu'il avait la preuve de qui elle était vraiment. » Et c'est alors que les racines enchevêtrées de la mascarade commencèrent à apparaître sous la surface fleurie de la civilité. Le salon du cottage de Miss Marple, avec son papier peint vert tendre et ses fauteuils usés mais polis, avait été témoin de nombreuses conversations confidentielles au fil des années, mais rarement aussi tremblant et fragile que celui qui se déroule actuellement, sous le tic-tac de l'horloge grand-père et la douce bouffée d'huile de lavande qui sort de la cheminée. Violet Lane, la plus jeune servante du Honeysuckle Manor, était assise penchée sur le bord du canapé aux motifs floraux, les mains si étroitement serrées sur ses genoux que ses jointures étaient devenues blanches. Sa voix était basse, pressée à la fois par la peur et par quelque chose de plus, la culpabilité peut-être, ou la honte. Miss Marple lui offrit une deuxième tasse de thé, que la jeune fille accepta en murmurant « Merci », même si elle n'en but pas. Ses yeux n'arrêtaient pas de se diriger vers la fenêtre, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un apparaisse à tout moment, une menace invisible cachée au-delà des hortensias. « Vous dites que M. Harper a menacé Madame Langham, » suggéra doucement Miss Marple. « Quand est-ce arrivé, Violette ?» Les lèvres de Violette tremblèrent avant de parler. « Il y a environ une semaine. J'étais en train d'épousseter le couloir à l'extérieur du bureau. Il était en visite. Il a dit que c'était une affaire juridique. Je n'écoutais pas vraiment, mais la porte était entr'ouverte et je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. » Miss Marple inclina la tête. « Continue. » Il a dit qu'elle n'était pas celle qu'elle prétendait être. Il l'a appelée Rosalind. Mais ensuite il a utilisé un autre nom, Lena. Ah, je pense que c'était le cas. Il a dit qu'il avait des papiers pour le prouver, qu'elle avait déjà disparu une fois, et qu'il ne lui permettrait pas de recommencer. Les doigts de Miss Marple s'arrêtèrent sur son tricot. « Est-ce que Madame Langham, Lena, a répondu ?» Elle l'a supplié de se taire. Elle a dit qu'elle lui expliquerait tout s'il lui laissait juste du temps. Mais il a ri. Il a dit qu'il n'y avait plus de temps. Il a dit qu'il avait déjà envoyé quelque chose à quelqu'un à Londres, que s'il ne donnait pas suite, il le rendrait en public. Miss Marple hocha lentement la tête. « Et savait-elle que vous aviez entendu ?» Violette secoua violemment la tête. « Non, je ne l'ai jamais dit à personne. Mais maintenant il est mort et je pense que quelqu'un soupçonne que j'en sais trop. Qu'est-ce qui te fait penser ça, chérie ?» Les mains de Violette recommencèrent à trembler. « Ce matin, j'ai trouvé mon tablier déchiré en deux, complètement déchiré, et jeté dans la poubelle de la cuisine. Et quelqu'un a laissé un morceau de papier dans mon tiroir, aucune signature, juste 2 mots. Restez silencieux. » Le visage de Miss Marple restait calme, mais intérieurement, son esprit tournait comme les rouages d'une horloge. « C'est inquiétant, » dit-elle doucement. « Et c'est vous qui avez trouvé le corps de M. Harper, n'est-ce pas ?»
Violette acquiesça. J'étais allé chercher un plateau de vin à la cuisine. En passant devant la porte de la véranda, j'ai vu quelque chose par terre. Au début, j'ai cru que quelqu'un s'était évanoui. Sa voix se brisa. Miss Marple prit brièvement la main de la jeune fille. « Vous avez bien fait de venir ici, mais vous devez rentrer chez vous maintenant et vous comporter comme si de rien n'était. Pouvez-vous faire cela ?» Violette hésita, puis fit un simple signe de tête craintif. Miss Marple l'accompagna jusqu'à la porte du jardin et regarda la jeune fille disparaître dans l'allée, sa silhouette pâle engloutie par les ombres du soir. Plus tard dans l'après-midi, l'inspecteur Crail retourna au manoir Honeysuckle d'un pas calme, mais déterminé. Il avait passé la matinée à réinterroger les invités et le personnel de maison, à établir des chronologies, à comparer les témoignages. Il trouva Madame Rosalinde Langham, si tel était bien son nom, sur la terrasse sud, allongée sous un large chapeau de soleil, un roman écorné sur ses genoux. « Vous êtes plutôt calme pour une femme qui vient d'être l'hôte d'un meurtre, » remarqua-t-il sans préambule. Madame Langham leva lentement les yeux, son visage étant un masque de porcelaine. « Inspecteur, on ne peut pas s'effondrer à chaque fois qu'une tragédie survient. La vie est persistante. » Crail croisa les bras. « Je comprends que M. Harper était votre avocat. » Elle hocha la tête. « Il s'est occupé de certaines de mes affaires. La succession de mon défunt mari, quelques affaires persistantes à l'étranger. »« À l'étranger ?» Elle agita une main pâle. « Rien de criminel si c'est ce que vous insinuez. Tout simplement gênant. Mon mari avait des intérêts variés. Quand il est mort, j'ai hérité de plus que ce à quoi je m'attendais. Est-ce pour cela que M. Harper vous a menacé ?» Son sourire s'effaça. « Menacé ?» Crail la regarda. « Vous ne le niez pas ?» Il y eut une longue pause. Finalement, elle soupira. « Il a dit des choses plutôt désagréables la semaine précédente. Il a laissé entendre que je n'étais pas tout à fait franc. Mais ce n'est pas vraiment un motif de meurtre, inspecteur. Les avocats sont rarement aimés. » Mademoiselle Marple pourrait ne pas être d'accord. Ce nom la fit tressaillir, presque imperceptiblement. « C'est une chère vieille femme, » dit Madame Langham avec une politesse fragile. « Mais j'espère que tu ne la prends pas trop au sérieux. » Crail ne répondit pas. Il a simplement pris une note dans son portefeuille et s'est excusé. Pendant ce temps, Miss Marple s'était promenée tranquillement dans le cimetière, s'arrêtant devant diverses pierres tombales, comme pour méditer sur des vies passées. En vérité, elle réfléchissait. Elle faisait le tri des impressions, traçait des lignes invisibles entre les événements. Elle se souvient d'une conversation avec son neveu Raymond, il y a des années, sur l'identité. Les gens, lui avait-elle, disent ne peuvent faire semblant d'être autre chose que pendant un certain temps. Finalement, leur vraie nature s'échappe, comme l'encre sur du papier de soie. Alice retournait à son chalet juste avant le crépuscule, pour trouver un visiteur qui l'attendait sur son porche. Lucien Drake. Le jeune homme ne paraissait pas à sa place au milieu des roses grimpantes et des rideaux de dentelle. Il était grand brun et son expression était indéchiffrable. « Miss Marple, » dit-il en baissant la tête, « pardonnez-moi de vous déranger, j'espérais que nous pourrions parler. » Elle lui fit un signe de tête froid mais courtois. « Bien sûr, entrez. » À l'intérieur, elle proposa du thé, il refusa. Il se tenait près de la cheminée, les mains derrière le dos, la lampe vacillante projetant des ombres sur son visage. « Je comprends que vous aidez l'inspecteur, dit-il finalement. Je ne dirai pas ça. Je propose simplement ce que j'ai observé. » « Et quoi avoir tu as observé ? Que vous avez manqué à la mascarade pendant environ 20 minutes, que vous aviez l'air tendu lorsqu'on vous a présenté à M. Harper, et que, pour quelqu'un qui prétendait être un agent littéraire, vous avez posé remarquablement peu de questions sur les écrivains présents. » Lucien eut un rire sec. « Très bien. Vous devriez diriger l'enquête. Je laisse cela aux autorités compétentes. Mais j'avoue que je suis curieux. » Lucien baissa les yeux soudain sérieux.
Monsieur Harper n'était pas un étranger pour moi, ni pour Rosalind. Continue. Il a déjà représenté mon père. Il y a des années, lors d'un scandale, détournement de fonds, mon père est mort. En prison. Harper n'a jamais pardonné à Rosalind d'avoir transformé les preuves de l'État. Elle a dit qu'elle l'avait trahi pour se sauver. Alors, elle était impliquée? Pas directement, mais elle le savait, et elle s'est enfuie. Elle a changé de nom, a déménagé à l'étranger. Je ne savais même pas qu'elle était de retour en Angleterre, jusqu'à ce que je reçoive une invitation à la mascarade. J'ai pensé qu'il était peut-être temps de la confronter. Mais tu ne l'as pas fait. Non. Je l'ai trouvée fragile, blessée même. Et je me suis dit, à quoi cela servirait-il? Laisser le passé pourrir là où il repose. Miss Marple resta silencieuse un long moment. Les secrets du passé pourrissent rarement, Monsieur Drake. Ils fermentent. Et parfois, ils explosent. Il hocha la tête, le visage blême. Je ne l'ai pas tué, Miss Marple. Peut-être pas, dit-elle, mais quelqu'un l'a fait. Et je soupçonne que ce n'était pas un crime d'opportunité. C'était personnel. Quelqu'un avait peur de ce que M. Harper pourrait révéler, ou de ce qu'il avait déjà. Les yeux de Lucien se tournèrent vers la fenêtre. J'apprécierais que cette conversation reste entre nous. Miss Marple le regarda longuement. Aussi longtemps qu'il le faudra, dit-elle doucement. Il partit peu de temps après, sa silhouette rapidement engloutie par le crépuscule. Miss Marple resta ensuite à la fenêtre pendant plusieurs minutes, tricotant intacte sur ses genoux, regardant le vent remuer les feuilles des vignes de chèvrefeuille. Quelque chose se déroulait, une performance au sein de la mascarade, et bientôt, un autre masque tomberait. Le lendemain matin, le doux voile de civilité qui enveloppait St. Jude's-on-Water était devenu usé jusqu'à la corde. Même si les jardinières regorgeaient encore de pétunias et si la cloche de Saint-Luc sonnait avec un charme fiable, le village lui-même s'était replié sur lui-même, comme un corps reculant instinctivement après une blessure soudaine. La mascarade s'était terminée par une tragédie et personne, semblait-il, n'était au-dessus de tout soupçon. L'inspecteur Crail, toujours pragmatique, avait commencé à se concentrer davantage. Ses instincts, forgés dans des villes plus animées et des crimes plus aiguisés, n'étaient pas conçus pour le labyrinthe psychologique de la dynamique villageoise. Ce dont il avait besoin, c'était d'un suspect, de préférence un suspect ayant un mobile, une opportunité et un passé commodément peu recommandables. Et à cet égard, il y a un homme qui s'est clairement démarqué, Lucien Drake, l'honneur. Des antécédents introuvables, un lien ambigu avec le défunt. Tout va bien, marmonna Crail au sergent Briggs, alors qu'ils examinaient leurs notes dans le salon de Honeysuckle Manor. Briggs, un homme lent et réfléchi, doué pour les détails. Discret, fronça légèrement les sourcils. L'histoire de Drake est vérifiée, monsieur. Aucun signe de lutte sur ses vêtements. Il a quitté la fête, oui, mais plusieurs invités l'ont vu revenir par le devant. Commodément, répondit Crail. Mais personne n'a vu où il allait pendant ces minutes manquantes. Il tapota 2 fois son crayon sur la table. Non, il y a quelque chose qu'il ne nous dit pas. C'est certain. À la même heure, Miss Marple était assise en face du révérend Somers, dans le jardin du presbytère, où les abeilles dérivaient parmi la lavande et où l'odeur de la terre fraîche se mêlait au bruissement de sa soutane. Le révérend, un homme érudit aux yeux gentils et enclin à la divagation, avait toujours tenu Miss Marple dans la plus haute estime, même s'il trouvait sa tendance à la suspicion un peu troublante. Ce qui est étrange, dit-il en remuant son thé avec un tintement, c'est que j'ai vu M. Harper à l'église dimanche dernier. Il s'est attardé après, s'est tenu près du fond, n'a parlé à personne. C'était comme s'il voulait s'approcher de moi mais avait perdu son sang-froid. Miss Marple leva les yeux. Est-ce qu'il avait l'air affligé? Pas exactement, plus hanté, je suppose, comme si quelque chose pesait sur sa conscience, ou sur celle de quelqu'un d'autre. Elle y réfléchit. Et Madame Langham était-elle présente?
Le révérend hocha la tête. En effet, c'est la première fois qu'elle participe au service depuis des mois. Elle a communié et portait un voile bleu foncé. Le tricot de Miss Marple restait immobile sur ses genoux. Est-ce qu'ils se sont parlé? Je ne le crois pas. Mais ils n'étaient jamais éloignés de plus de quelques pas. Ce détail, pensa Miss Marple, ressemblait à un bouton cousu de travers, à peine visible à moins qu'on le cherche, mais néanmoins troublant. Pendant ce temps, au Lily and Larkspur, les ragots avaient atteint un nouveau crescendo. Avec le silence, soudain de Violette, on ne l'avait pas vue depuis la veille matin, et Rosalind Langham se retirant derrière des rideaux fermés, le vide avait été comblé par des conjectures. Lucien Drake a été vu en train de se disputer avec M. Harper à l'extérieur du presbytère il y a 3 nuits, a déclaré Madame Tilling avec l'autorité de quelqu'un qui n'avait rien vu de tel, mais qui avait parlé à quelqu'un qui aurait pu l'avoir vu. C'était après le crépuscule des voix élevées. Cela ne me surprend pas, a déclaré Miss Tweddle. J'ai entendu dire que M. Harper était en possession de lettres, des lettres personnelles, d'une femme, probablement Rosalind. Et les masques, a ajouté Madame Bletchley, qui avait trouvé un créneau dans le reportage sur les incohérences des costumes. La moitié des invités les ont changés au milieu de la fête. Pas étonnant que personne ne sache qui était où aussi. Moment où l'inspecteur Crail est arrivé au salon de thé, sous prétexte de commander un sandwich au bacon, mais en véritable pêche aux rumeurs, il a été inondé de oui-dire se faisant passer pour des faits. Trop de bruit, murmura-t-il pour lui-même. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un mensonge unique et solide. Et puis il en a eu un. Le docteur Lionel Percey, le médecin corpulent et souvent satisfait de lui-même, s'est présenté au poste de police peu après le déjeuner avec ce qu'il a appelé une question importante. Je ne suis pas du genre à m'immiscer dans le travail de la police, a-t-il déclaré en s'essuyant le front d'un air dramatique. Mais je me sens obligé de rectifier le dossier, concernant l'heure du décès. Crail se redressa. Continue. Lorsque j'ai examiné le corps de M. Harper, je vous ai donné une estimation entre 9 et 10 heures. Mais après un examen plus approfondi, et compte tenu de la température et de la lividité, il a dû mourir plus tôt. Au plus tard à 9 heures moins le quart. L'inspecteur se raidit. « Tu es sûr, aussi certain que je puisse l'être. Cela signifie bien sûr que votre liste de suspects actuels est peut-être inopportune. » Crail fronça les sourcils. « Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt ?» Un médecin hésita. « Je suppose que je ne voulais pas semer la confusion, mais depuis je me suis souvenu d'autre chose. Juste avant 9 heures, j'ai vu Madame Langham quitter la véranda, seule. Elle semblait secouée. Cela a tout changé. C'était le crépuscule lorsque l'inspecteur Crail revint au manoir, demandant un deuxième entretien avec Madame Langham. Elle le reçut dans le petit salon, vêtu de gris de deuil et sans maquillage sur le visage. Un acte, nota Crail, qui pouvait susciter de la sympathie mais ne faisait rien pour diminuer les soupçons. On vous a vu quitter la véranda peu de temps avant la découverte du corps, a-t-il déclaré, observant sa réaction de près. Elle cligna des yeux une fois. J'étais allé chercher un châle. L'air est devenu froid. Est-ce un crime? Cela pourrait l'être, surtout si M. Harper était déjà à l'intérieur. Elle inspira. M'accusez-vous, inspecteur? J'essaie de comprendre pourquoi vous n'avez pas mentionné que vous étiez dans la pièce où la victime a été retrouvée, au moment probable de sa mort. Sa main trembla légèrement. Parce que je ne l'ai pas fait voir, lui. La pièce était à moitié sombre, les lanternes étaient faibles. Si j'avais vu un corps, mon Dieu, j'aurais crié. Ou peut-être que tu l'as vu, vivant, ou déjà mort. Le silence s'étira. Vous oubliez, inspecteur, dit-elle d'une voix aiguisée. Je n'avais pas besoin de le tuer. J'étais déjà confronté à mon passé. C'était M. Harper qui me menaçait, et non l'inverse. Crail partit sans un autre mot. Ce soir-là, alors que le crépuscule recouvrait
les haies et que les papillons de nuit voltigeaient près des lampes de St. Jude's-on-Water, Miss Marple reçut une visite inattendue. Le jeune Christopher Mayhew, toujours dans son linge d'été et avec un air de malice enfantine terni par l'anxiété, se tenait maladroitement sur le pas de sa porte. « Puis-je entrer ?» il a demandé. « Il s'agit du soir de la fête. » Elle lui montra le salon. Il est resté debout. « J'étais près du conservatoire, » a-t-il avoué. « Je rencontrais quelqu'un. »« Oh ?» Miss Marple haussa un sourcil. Ce n'était pas romantique. Enfin, pas exactement. Ellie Ward, la pianiste, a demandé à me rencontrer là-bas. Elle voulait discuter de quelque chose. Elle a dit qu'elle avait preuve à propos de quelqu'un à la fête. L'attention de Miss Marple s'est aiguisée. « Preuve ?» Il hocha la tête. Je pensais qu'elle était dramatique. Elle l'est toujours. Mais quand je suis arrivé, elle était partie, et quand je suis allé la chercher, j'ai entendu des voix. Harper et Langham, ils se disputaient. Puis le silence. « Avez-vous vu quelqu'un d'autre ?» Il hésita. « Non, mais plus tard, j'ai vu Violette debout à proximité, derrière l'un des citronniers. Elle avait l'air pâle, paniquée. J'ai pensé qu'elle avait peut-être vu quelque chose. » Miss Marple croisa soigneusement les mains. « Merci, Christopher. C'était très courageux de votre part. » Il partit en silence, et Miss Marple resta assise longtemps dans la nuit, tricotant intacte sur ses genoux, les pièces du puzzle se mettant, très lentement, en place. Qu'avait découvert Ellie Ward? Où était-elle allée ensuite? Et pourquoi Violette a-t-elle été avertie de garder le silence? Elle se leva et alluma une autre lampe. Quelque part, caché derrière des sourires polis et des vérités à moitié dites, le tueur s'était glissé à travers le village comme une ombre dans la soie. Mais les ombres laissèrent des contours, et Miss Marple n'avait jamais rencontré de modèle qu'elle ne pouvait retracer. Le lendemain matin, le ciel était gris et calme sur St. Jude's-on-Water, comme si le temps lui-même avait choisi d'observer une minute de silence pour M. Felix Harper. Une légère brume planait sur les haies, adoucissant les bords des toits et atténuant les bruits de la vie du village. Mais Miss Marple, bien qu'appréciant ce climat atmosphérique pour son jardinage, n'avait pas l'intention de s'occuper de ses pivoines ce matin. Son esprit était entièrement occupé par des modèles de comportement, de silence, de vérité à peine entrevue. Elle était en train de tricoter quand cela l'a frappé. Pas exactement un détail, mais l'absence d'un parmi tous les invités. À la mascarade, Ellie Ward, excentrique, bavarde et émotionnellement instable, était restée particulièrement silencieuse depuis le meurtre. Il n'y avait eu aucune visite au salon de thé, aucune manifestation de sympathie sur la place publique et aucun déferlement de spéculations poétiques sur la nature de la mort, qui était devenue pour elle une sorte de marque de fabrique. Elle avait disparu, socialement parlant, dans les airs. Miss Marple, qui avait un jour résolu une affaire basée sur l'incapacité d'un voisin à récupérer un livre de bibliothèque, savait qu'il valait mieux ne pas considérer un silence comme une simple coïncidence. Après un modeste petit déjeuner composé de compote de pommes et de pain grillé, elle enfila son manteau en tweed gris et se dirigea vers Honeysuckle Row, où Ellie Ward louait un modeste appartement à l'étage supérieur de la librairie d'antiquités. La cloche du magasin sonna à son passage, et le propriétaire, M. Colburn, un homme dont la barbe sentait toujours légèrement le tabac et le parchemin, lui fit un signe de tête poli. « Mademoiselle Ward », répéta-t-il lorsqu'elle demanda. « Je ne l'ai pas vue depuis la mascarade, maintenant que vous en parlez. Bizarre, ça. Elle s'arrête habituellement tous les jours, laisse des livres de poésie dans toutes les mauvaises sections. » Miss Marple le remercia et monta l'escalier étroit menant au logement d'Ellie. Elle a frappé 3 fois. Aucune réponse. Elle réessaya doucement, avant d'appeler à travers le bois. « Miss Ward ?»« C'est Miss Marple. Est-ce que vous allez bien ?» Il y eut un léger bruit de mouvement, puis le silence. Miss Marple attendit encore un moment, puis se tourna pour descendre les escaliers. Mais alors qu'elle atteignait le fond, un léger craquement vint d'en haut. Elle fit une pause,
puis se tourna et remonta lentement. Cette fois, la porte s'ouvrit d'1 centimètre. Ellie se tenait sur le seuil, pâle comme du papier. Sa perruque rouge était de travers, et elle portait une robe de chambre légèrement boutonnée qui pendait sur une épaule. Ses yeux, cerclés de rouge, s'agitaient comme un lapin à la recherche de faucons. « Je ne peux pas parler, dit-elle d'une voix rauque. « S'il te plaît. »« Ma chère, dit doucement Miss Marple, vous devez le faire. » Ellie hésita, puis ouvrit plus grand la porte. 5 minutes, pas plus. L'appartement sentait légèrement les sachets de lavande et le vieux maquillage de scène. Elle conduisit Miss Marple jusqu'à une chaise et se percha nerveusement sur le bord du canapé. « Je l'ai vu, » murmura-t-elle. « Ou je l'ai entendu. » L'argument. Entre Madame Langham et Monsieur Harper, Ellie secoua la tête. Non, quelqu'un d'autre, une femme. Elle lui criait dessus, l'accusait. Il était juste après 9 heures. J'étais entré dans la véranda pour prendre l'air. J'avais perdu mon masque, et je ne voulais pas avoir l'air idiot. J'étais debout derrière le citronnier. Je pouvais voir des ombres, mais pas des visages. Et puis, demanda doucement Miss Marple. Puis, il y a eu un fracas, comme si quelqu'un renversait une casserole. Des pas, rapides, puis plus rien. Quand j'ai regardé, la pièce était vide. J'ai pensé que c'était peut-être juste une querelle. Mais quand j'ai entendu parler du meurtre, sa voix faiblit. L'avez-vous dit à quelqu'un? Ellie secoua la tête. Je ne voulais pas être impliquée. Vous savez comment les gens parlent. Vous souvenez-vous de ce qui a été dit? Une chose, dit lentement Ellie. La femme dit, je ne te laisserai pas la ruiner. Elle a assez souffert. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Et tu penses qu'elle parlait de Rosalind Langham? Ellie hocha la tête, tordant un mouchoir sur ses genoux. Qui d'autre? Mais ce n'était pas Rosalind qui parlait. C'était quelqu'un d'autre. Protéger son. Une nouvelle pièce pour le puzzle. Miss. Marple se leva pour partir, posant doucement une main sur l'épaule d'Ellie. Vous avez été très courageux, mais je vous exhorte à ne pas aller nulle part. Si quelqu'un craint que vous en ayez trop entendu, vous n'êtes peut-être pas en sécurité. L'expression d'Ellie s'assombrit de peur. Alors que Miss Marple reculait dans la rue brumeuse, elle savait 2 choses avec certitude. Premièrement, il y avait une femme, encore non identifiée, qui avait des raisons de protéger Rosalind. Langham au point de la confrontation. Deuxièmement, Violet Lane avait très probablement été témoin de la même scène depuis un point de vue différent. Et tous deux se taisaient désormais. À midi, l'inspecteur Crail avait convoqué Violet au poste pour un 2e entretien. Elle est arrivée sans aucun de ses tremblements précédents. Son uniforme soigné, son sang-froid gardé. « Vous avez trouvé le corps », commença Crail. Et pourtant, selon l'estimation révisée du docteur Pursey, M. Harper a probablement été tué avant que vous prétendiez l'avoir découvert. Comment expliquez-vous cela? Je ne sais pas, balbutia Violette. Je jure qu'il n'était pas là quand je suis passé plus tôt. Crail se pencha en avant. Alors peut-être qu'il a été ému, ou peut-être... Quelqu'un ment. Violette déglutit difficilement. Je ne l'ai pas touché. Je ne suis pas entré. J'avais peur. De quoi? Elle hésita. De qui j'ai vu sortir du conservatoire? Crail se figea. Continue. J'ai vu une femme. Robe sombre, portant un châle. Son visage était dans l'ombre, mais je suis sûr que ce n'était pas Madame Langham. Il était plus court, plus rond. Elle pleurait. Pourquoi n'as-tu rien dit avant? Parce que je pensais que ce serait une erreur. Ou pire, qu'il penserait que je l'ai fait. Crail se rassit lentement. Vous n'êtes pas en état d'arrestation, Miss Lane, mais vous êtes maintenant témoin. Le visage de Violette devint blanc. Cet après-midi-là, alors que la brume se dissipait et que le soleil éclairait à nouveau les toits, Miss Marple rendit une visite inopinée au docteur Pursey. L'épicier lui avait dit qu'il avait été nerveux toute la matinée, et elle avait appris que la culpabilité accompagnait souvent une anxiété inattendue. « Miss Marple, dit-il, surpris de la voir, à quoi dois-je ce plaisir?
J'espérais, dit-elle gentiment, vous demander votre avis sur quelque chose de très insignifiant. Il l'invita à entrer et elle accepta une tasse de café tiède. Ils parlèrent de mots pendant un moment jusqu'à ce qu'elle change doucement de sujet. Pardonnez-moi, docteur, mais je me demande, lorsque vous avez examiné le corps de monsieur Harper pour la première fois, avait-il quelque chose dans la main? Pursey cligna des yeux. Non, pourquoi? Seulement plusieurs invités se rappellent l'avoir vu laisser tomber ses lunettes plus tôt dans la soirée. Pourtant, lorsqu'ils les ont trouvées, ils n'étaient pas à proximité. Curieux, vous ne trouvez pas? Le docteur pâlit légèrement. Oui, eh bien peut-être qu'ils étaient dans sa poche. Peut-être, dit Miss Marple. Et une dernière chose. Lorsque vous avez ajusté l'heure du décès, étiez-vous certain? Ou avez-vous simplement aidé quelqu'un? Il y eut un moment de silence. J'ai fait ce qui était juste, dit-il finalement. Miss Marple fit un léger signe de tête. Bien sûr, mais en quittant la maison, elle a caché une dernière confirmation. Le docteur Pursey avait menti sur le calendrier. La question était maintenant point pour qui, et la réponse, soupçonnait-elle, ne résidait pas dans l'autopsie ni dans les taches de sang ou les contusions, mais dans quelque chose de petit, d'oublié et d'humain. Un mot. Un coup d'œil. Un fil. Il était temps de retourner au manoir Honeysuckle. Pas pour la confrontation, pas encore, mais pour observation. Car Miss Marple savait qu'avant de pouvoir démasquer le meurtrier, il faudrait d'abord que le masque de quelqu'un d'autre glisse. Il était juste après 4 heures, lorsque Miss Marple revint au manoir Honeysuckle. La grande maison se trouvait sous le soleil déclinant de l'après-midi, sa façade blanchie à la chaux, captant une lumière dorée qui démentait l'ombre grandissante à l'intérieur de ses murs. Des vignes de chèvrefeuille s'accrochaient à ses côtés, flottant légèrement au gré de la brise, mais il y avait peu de douceur dans l'air à présent. Seulement un léger malaise qui s'était déposé sur la maison comme une fine couche de poussière. Miss Marple avait fait semblant de rendre une tasse de thé empruntée. Madame Langham lui avait en effet prêté une charmante pièce d'un décor du Royal Worcester 15 jours plus tôt, même si Miss Marple doutait que son hôtesse se souvienne de l'occasion. De tels détails, avait-elle découvert, étaient bien plus souvent mémorisés par ceux qui observaient depuis la périphérie. Violette a ouvert la porte, les yeux creux et le teint pâle. Elle fit entrer Miss Marple à l'intérieur, avec un signe de tête silencieux. Le salon, habituellement plein de musique classique douce et de parfums de peau pourrie, dégageait désormais un air de tension étouffée. Même l'horloge de grand-père semblait sonner avec plus de prudence. Madame Langham entra quelques instants plus tard, vêtue d'une robe de jour d'un bleu profond et d'un collier de perles trop serré sur son cou. « Comme c'est attentionné de votre part, Miss Marple, » dit-elle en offrant un sourire tendu. « Mais tu n'as pas besoin de faire tout ce chemin pour une tasse. »« Oh, la promenade ne me dérange pas, » répondit joyeusement Miss Marple. « D'ailleurs, je trouve apaisant de rendre ce qu'on a emprunté. Une question de principe, dis-je toujours. » Il y eut une pause. Aucune des deux femmes ne s'est assise. « J'ai eu une semaine plutôt difficile, » dit finalement Madame Langham. L'inspecteur a été persistant. Et la presse, des goules, vraiment. Il n'est jamais facile d'être au centre d'une telle tragédie, répondit gentiment Miss Marple, surtout quand le passé réapparaît de manière si inattendue. Madame Langham se figea. Je vous demande pardon? C'est seulement cela que je me souviens d'avoir lu il y a quelques années, à propos d'une femme nommée Helena Langenfeld. Elle aurait disparu après avoir témoigné contre les associés de son mari à Vienne. Un scandale, si je me souviens bien. Les yeux de Rosaline Langham se plissèrent. Vous avez creusé. Je préfère le terme « se souvenir ». Le silence s'étira entre eux. Puis Rosaline se tourna et se dirigea vers la cheminée, posant une main sur la cheminée. « Je n'ai pas tué Félix Harper, » dit-elle doucement. « Je vous crois, » répondit Miss Marple. « Mais quelqu'un d'autre l'a peut-être fait. Pour vous. Ou pour vous protéger. » Rosaline se retourna brusquement. « Personne ne le ferait. Je n'ai demandé à personne de m'aider. Je voulais seulement disparaître. Recommencer. » « Et pourtant, » murmura Miss Marple,
Les secrets restent rarement enfouis. À ce moment, Violette entra tranquillement, portant un plateau à thé. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'elle le posa sur la table. Rosaline s'approcha d'elle, puis s'arrêta. « Merci, Violette. » Violette fit une rapide révérence et se tourna pour partir. « Violette, » dit doucement Miss Marple, « puis-je vous demander, avez-vous déjà travaillé pour Madame Langham auparavant? À Vienne, peut-être ?» Les deux femmes levèrent les yeux, l'une surprise, l'autre frappée. « Violette hésita. « Non, madame. Parce que vous semblez très familier. Votre loyauté est louable. » La voix de Rosalinde était basse. « C'est une bonne fille. Je lui fais confiance. Et elle vous fait confiance. Assez peut-être pour mentir à votre place. Mais c'est dangereux, ma chère. Parce que dans cette affaire, le tueur a également menti. Et nous devons séparer les mensonges nés de la gentillesse des mensonges nés de la culpabilité. » Les paroles de Miss Marple restaient en suspens. Violette se tourna brusquement et s'enfuit de la pièce. Rosalinde se laissa tomber sur une chaise, son sang-froid se brisant. Elle est venue avec moi d'Autriche. Elle n'avait alors que 14 ans. Je l'ai aidée à s'échapper après le procès. Sa mère était l'une des servantes de notre maison. Elle est partie maintenant, la pauvre. Violette est tout ce qui me reste de cette vie. Elle est dévouée, dit doucement Miss Marple. Mais tu ne dois pas la laisser prendre la responsabilité de quelque chose qu'elle n'a pas fait. Je ne le ferai pas. La voix de Rosalinde se brisa. Je le jure. Il y eut un autre silence. Alors Miss Marple demanda. Avez-vous reçu quelque chose de Monsieur Harper peu avant la mascarade? Une lettre? Un colis? Rosalinde hocha la tête. Oui, une petite enveloppe. Il a dit qu'elle contenait assurance. Il a menacé de divulguer son contenu si je ne disais pas la vérité publiquement. Et tu l'as ouvert. Oui, c'était une photo. De moi il y a des années. Avec mon mari, au procès. Et une lettre. Rien d'autre. Miss Marple pencha la tête. Et où est-il maintenant? Le visage de Rosalinde pâlit. Parti. Il a disparu le soir de la fête. C'était, pensa Miss Marple, la première pièce qui s'était véritablement mise en place. L'inspecteur Crail était, à ce moment précis, assis dans le bureau arrière de la gare du village, où il avait convoqué Ellie Ward pour l'interroger. Elle est arrivée enveloppée dans un châle en soie, les yeux cernés de maquillage taché. « Vous avez vu une femme se disputer avec la victime ?» demanda Crail. « Je l'ai déjà dit à Miss Marple, » dit Ellie en jouant avec l'ourlet de sa manche. « Ce n'était pas Madame Langham. Je ne sais pas qui c'était. Tu es certain que ce n'était pas Rosalinde? » Oui, la voix plus douce, et la femme pleurait. « Madame Langham ne me semble pas du genre à pleurer devant un homme. Avez-vous reconnu la voix ?» Ellie hésita. « Non, dit-elle enfin, mais je l'ai déjà entendue, quelque part. » Crail griffonna. « Et après le meurtre, je suis parti. Rapidement. Je ne voulais pas être impliqué. Mais maintenant, je pense que quelqu'un sait que j'étais là. Hier, il y avait un mot sous ma porte. Juste un seul mot. Faire taire. » Crail se pencha en avant. « Vous avez besoin d'être protégé. Pouvez-vous penser à quelqu'un qui voudrait vous faire taire? Je peux en penser à plusieurs, marmonna-t-elle sombrement. Mais un seul d'entre eux avait des raisons d'être. Au conservatoire avant 9 heures. Crail leva les yeux. OMS? Docteur Percey. Crail cligna des yeux. Le docteur? Ellie hocha la tête. Lui et M. Harper avaient des antécédents. Quelque chose à propos d'un patient décédé il y a des années. Il y a eu une dispute à l'extérieur de la pharmacie la semaine dernière. Harper l'a traité de fraude. Crail se leva lentement. « Pourquoi ne l'as-tu pas dit avant ?»« Je ne voulais pas me tromper, » murmura Ellie. « Mais maintenant, les pièces bougeaient. » Ce soir-là, Miss Marple a accueilli le vicaire et sa femme pour un souper. Une soupe aux lentilles et de l'aigle fin au four, un repas modeste mais préparé de manière réconfortante. Tandis qu'ils discutaient des derniers développements, Miss Marple s'excusa et récupéra quelque chose sur son bureau. Une photographie déchirée,
récemment glissée dans sa boîte aux lettres sans aucune note. Elle montrait Rosalind Langham, assise à côté de Felix Harper, même si son visage avait été délibérément gratté. « La menace demeure, » dit doucement Miss Marple, « et quelqu'un essaye de lui faire peur et de la faire taire. Ou pire, le curé avait l'air troublé. « Croyez-vous que Violette est en danger? »« Je crois, » a déclaré Miss Marple, « que quelqu'un espère qu'elle disparaîtra définitivement. Elle a retourné la photo. Au crayon décoloré se trouvaient les mots. « Nous savons qui vous êtes. » Un message, oui, mais aussi un indice. Car Miss Marple reconnut l'écriture, et ce n'était pas celui de Harper. Le vent qui soufflait sur St. Jude's-on-Water le lendemain matin portait avec lui une netteté, un côté mordant rare au début de l'été. Les oiseaux trillaient prudemment depuis les haies, et le ciel, sans nuages mais étrangement sombre, semblait suspendu dans l'attente. Quelque chose bougeait dans le village. Les masques commençaient à tomber. Miss Marple, toujours à l'écoute des atmosphères autant que des faits, le remarqua aussitôt lors de sa brève promenade jusqu'au bureau de poste. Les plaisanteries habituelles échangées dans la ruelle étaient absentes. Les portes se fermèrent un peu plus rapidement. Un regard s'attarda trop longtemps. La peur, elle le savait, avait pris un deuxième visage, la suspicion. Alors qu'elle faisait la queue pour obtenir ses tampons, elle se retrouva derrière le docteur Lionel Percy, qui avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en l'espace de 3 jours. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il cherchait des pièces de monnaie, et son col était de travers. Il se tourna vers elle avec un sourire timide. « Miss Marple, » dit-il d'une voix rauque, « une période étrange, n'est-ce pas? La vérité semble plutôt insaisissable ces derniers temps, » répondit-elle d'un ton doux. « La vérité, » marmonna-t-il. « C'est rarement aussi simple qu'on le pense. » Il partit précipitamment, oubliant son reçu qui tomba par terre derrière lui. Miss Marple le ramassa et le tendit au vendeur avec un signe de tête. Puis ses yeux revinrent vers la porte vitrée où le docteur Percy avait disparu dans la lumière. Du matin, son comportement a confirmé ses soupçons antérieurs. Le bon docteur cachait bien plus qu'une simple heure de décès révisée. Mais ce n'était pas la culpabilité dans son expression qui l'intriguait le plus. C'était la peur de l'inspecteur Crail devenait tout aussi instable. Les rapports s'empilaient, et aucun d'entre eux ne s'alignait clairement. Le témoignage d'Ellie Ward, l'observation de Violette, le caractère évasif de Madame Langham, la photo manquante, les notes menaçantes, autant de pièces d'un puzzle qui refusait obstinément de former un tout. Et maintenant, l'accusation désinvolte d'Ellie persistait dans son esprit. Le docteur Percy et Harper avaient des antécédents. Un grief profondément enfoui sous la courtoisie professionnelle. Il a décidé d'enquêter. À 11h30, Crail arriva à l'improviste au cabinet du médecin. La salle d'attente était vide, à l'exception d'un chat qui somnolait et d'une légère odeur d'antiseptique. Une cloche sonna alors qu'il se dirigeait vers l'arrière-bureau. Le docteur Percy leva les yeux, surpris. « Inspecteur, je ne m'attendais pas à des visiteurs. Je trouve que les gens sont souvent plus ouverts lorsqu'ils ne sont pas préparés, » répondit sèchement Crail. « Puis-je » Sans attendre l'assentiment, il entra et prit place en face. Son cahier était déjà ouvert. « Dites-moi, » dit-il, « connaissiez-vous Felix Harper avant son arrivée à Honeysuckle Manor ?» Le docteur déglutit. « Un peu. Nous avons eu des relations professionnelles. Concernant une patiente, il y a des années, une femme décédée dans des circonstances difficiles. » Harper représentait la famille. Les sourcils de Crail se haussèrent. « Il y a eu un procès ?»« Non, » dit rapidement Percy. « On n'en est jamais arrivé là. Il y a eu un accord. Confidentiel ? Bien sûr. Et diriez-vous que M. Harper a tenu cet incident sur vous ?» Le visage de Percy rougit. « Vous donnez l'impression que cela ressemble à du chantage. Est-ce que c'était ?» Une pause, puis... « Il a fait un commentaire le soir de la mascarade.
Il a dit qu'il espérait que Rosalind appréciait les sacrifices que d'autres avaient faits pour assurer sa nouvelle vie. Je l'ai pris comme une pique. Rien de plus. Crail griffonna. « Es-tu allé au conservatoire ce soir-là »« Non, » dit rapidement Percy, puis hésita. « Oui, brièvement. Je suis passé par là pour me rendre au bureau, mais je n'ai pas vu Harper. Vous avez révisé votre estimation de l'heure du décès après cette nuit-là. Pourquoi » Percy cligna des yeux. Cela semblait plus précis, ou plus pratique. Le docteur se leva. « M'accusez-vous, inspecteur » Crail ferma son carnet. « Pas encore. Mais le passé, docteur, a une manière peu pratique d'arriver sans y être invité. Il a quitté le cabinet avec des soupçons approfondis, mais pas encore confirmés. » À la même heure, Miss Marple se tenait au bord du jardin arrière de Honeysuckle Manor, parlant doucement au jardinier, M. Seth Longcroft, homme de grande taille, au visage brûlé par le soleil et aux mots peu prononcés. M. Longcroft était connu pour être aussi constant que le lever du soleil et 2 fois plus observateur. « Semaine chargée » dit Miss Marple d'un ton léger. « Oui » répondit-il en se penchant pour tailler un rosier grimpant. « Besinent comme des guêpes dans un pot de confiture. Vous travaillez ici depuis un certain temps, n'est-ce pas? Près de 15 ans. J'ai vu le dernier lot aller et venir, et celui d'avant. Est-ce que vous étiez près du conservatoire le soir de la mascarade ?» Il fit une pause. « Assez proche. Avez-vous vu quelqu'un entrer ou sortir avant que M. Harper ne soit retrouvé ?» Une autre pause. « J'ai vu le docteur Percy entrer vers 8 heures et quart. Il avait l'air troublé. Il est parti 10 minutes plus tard. Est-ce qu'il avait l'air secoué? Oui, blanc comme un drap. Et Rosalind? Je me suis assis près de la fontaine jusqu'à 9 heures environ. Puis je suis allé chercher sa servante. » Miss Marple hocha la tête, ses pensées s'accumulant rapidement. « Une dernière chose, monsieur Longcroft. Avez-vous par hasard trouvé quelque chose d'inhabituel dans les parterres de fleurs le lendemain matin ?» Il lui lança un regard en coin, hésita, puis fouilla dans la poche de son tablier et en sortit un petit objet en argent enveloppé dans du tissu. C'était un bouton de manchette, monogrammé des initiales F.H. « Je l'ai trouvé sous le citronnier, enterré peu profond, » marmonna-t-il. « Je ne voulais pas faire plus de bruit. » Miss Marple le prit doucement, le remercia et se détourna. Un autre fil, un autre morceau, encore le citronnier. Cet après-midi-là, un cri a brisé le calme du village. Il provenait du kiosque téléphonique à l'extérieur de la boulangerie où Violet Lane s'était évanouie, tenant un morceau de papier journal déchiré. Miss Marple, à quelques pas de là, se précipita tandis que la femme du boulanger s'agenouillait à côté de la jeune fille inconsciente. Elle a aidé à transporter Violette au presbytère, où Madame Somers lui a administré des sels odorants et du thé chaud. Lorsque Violette ouvrit enfin les yeux, ses premiers mots furent à peine audibles. « Il va la tuer. »« OMS ?» demanda gentiment Miss Marple. Les lèvres de Violette tremblaient. « L'homme sur la photo. » Tout le monde dans la pièce se tut. « Quel homme? J'ai vu la photo originale une fois, » a déclaré Violette, avant qu'il ne disparaisse. « Rosalind et son mari, oui, Harper aussi. Mais un autre homme était là, en arrière-plan, je connaissais son visage, de Vienne. Et qui était-il? Un médecin, mais pas Percy. Un étranger, grand, cheveux grisonnants. Elle s'est arrêtée. A-t-il suivi Rosalind ici? Je pense que oui. » Miss Marple échangea un regard avec la femme du vicaire. Le filet s'élargissait. Il y avait quelqu'un d'autre dans le village. Quelqu'un qui se cache derrière un autre nom, et quelqu'un qui avait toutes les raisons de faire taire Harper avant qu'il puisse parler. Miss Marple se leva lentement. « Violette, as-tu toujours le mot que tu as trouvé dans ton tiroir, celui qui disait « Reste silencieux » Violette acquiesça. « Puis-je le voir ?» La jeune fille fouilla dans son sac à main et en sortit le bordereau. Miss Marple examina l'écriture, inclinée, soignée avec une touche continentale distincte sur le côté. Técou. Son souffle se coupa.
Cela correspondait à l'écriture manuscrite de la photographie déchirée, mais ce n'était pas celui du docteur Percy, ni celui de Rosalind. C'était une main d'homme, un modèle qu'elle avait déjà vu une fois, lors de la fête dans le jardin du presbytère au printemps dernier. Un homme présenté sous un autre nom, un homme qui prétendait être un historien de l'art à la retraite de Lucerne, mais qui, Miss Marple le savait désormais, n'avait pas du tout pris sa retraite, et certainement pas de art. Ce soir-là, Miss Marple était assise dans son salon avec une simple carte devant elle, son stylo plume préféré délicatement dans sa main. Dehors, le village de St. Jude's-on-Water exhalait le crépuscule. Les enfants étaient appelés des ruelles, les rideaux tirés, les lampes allumées. Mais à l'intérieur de son cottage bien rangé, quelque chose de bien plus délibéré se déroulait. Un test, longtemps en préparation, qui se dirige maintenant tranquillement vers son crescendo. Elle a écrit une courte note. « Vous aviez raison d'être prudent. J'ai revu l'homme près du cimetière. Nous devons agir avant qu'il ne le fasse. Retrouvez-moi au Honeysuckle Manor ce soir. 10 heures. Conservatoire. » Elle ne l'a pas signé de son propre nom, mais simplement « E.T. » et je l'ai plié avec soin. Ce n'était pas une lettre destinée à Rosalind Langham, ni à Violette, ni même à l'inspecteur Crail. C'était un appât. 10 minutes plus tard, le message était remis en main propre par l'intermédiaire du jeune Freddy Phipps, le fils, curieux du facteur qui aimait se voir confier des courses importantes. Miss Marple lui a donné 6 pence et lui a donné l'ordre strict de ne pas dire un mot sur sa provenance. Et puis elle a attendu. Ailleurs, l'inspecteur Crail était assis seul dans son bureau temporaire à la gendarmerie du village, se frottant les tempes avec une frustration croissante. L'affaire telle qu'elle était s'était effondrée plutôt que tendue. Chaque suspect avait un mobile, chaque témoin en contredisait un autre. Violet Lane craignait pour sa vie. Ellie Ward avait fui le village cet après-midi-là. Ça est pour rendre visite à sa tante, avait-elle affirmé, même si la note qu'elle avait laissée à son propriétaire était pour le moins énigmatique. Et maintenant, Miss Marple avait laissé savoir à son employé qu'elle pensait avoir identifié le tueur et qu'elle organisait un test pour le prouver. Un test, marmonna Crail. Elle traite le meurtre comme un jeu de société. Pourtant, une partie de lui, une partie de plus en plus importante, faisait plus confiance à son instinct qu'à ses propres preuves. Et ainsi, à 10 heures moins quelques minutes, il prit un poste tranquille devant le portail en fer forgé du manoir Honeysuckle, ses bottes englouties par l'herbe rampante et sa main posée légèrement sur son cahier. La maison au-delà était sombre, à l'exception d'une seule lueur provenant de la véranda. Il avait accepté, à contre-cœur, de rester caché, au moins jusqu'à la fin du test. À l'intérieur de la véranda, Miss Marple était seule. Elsa portait son plus beau châle gris et n'avait rien emporté avec elle à part son sac à main et une petite cloche en argent qui se trouvait maintenant sur une table d'appointe en osier à côté d'une théière froide et de 2 tasses vides. Elle n'a pas eu à attendre longtemps. À 10 heures précises, des pas retentirent sur le gravier dehors, légers, confiants, mesurés. La porte de la véranda s'ouvrit en grinçant, et il se tenait là. Professeur Émile Hartz, connu dans le village sous le nom de Monsieur Elias Hanbury, l'historien de l'art solitaire de Lucerne. Mince, grand et aux cheveux argentés, avec des yeux intelligents et une voix agréable, il avait passé l'année dernière à louer une maison en pierre à la périphérie du village et s'aventurait rarement au-delà de la bibliothèque et de l'apothicaire-rie. « Miss Marple, dit-il doucement, vous avez demandé à me voir ?» Elle sourit avec une légère surprise. « Monsieur Hanbury, je dois admettre que je n'étais pas certain que vous viendriez. »« J'étais curieux, répondit-il en entrant. Vous avez mentionné le danger ? Je pense que quelqu'un a l'intention de frapper à nouveau, a-t-elle déclaré, pour faire taire un témoin, peut-être Rosalind Langham ou Violet Lane. Son expression changea, seulement légèrement, mais les yeux de Miss Marple étaient bien plus vifs que la plupart des autres.
Et tu penses que je peux empêcher ça? Demanda-t-il en feignant l'amusement. Je pense, répondit-elle calmement, que vous pourriez être en mesure d'expliquer pourquoi vous étiez sur cette photo avec Felix Harper et Rosalind Langham à Vienne, celle prise lors du procès Langenfeld. Vous vous teniez juste derrière l'accusé. Un long silence suivit. « Ah, dit-il finalement, alors vous l'avez vu. Oui, bien que quelqu'un se soit donné beaucoup de mal pour le retirer de la possession de Rosalind, et pour s'assurer que personne d'autre ne sache qu'il existait. Ses yeux se posèrent sur la cloche posée sur la table. « Tu as parlé à Violette. »« J'ai parlé à beaucoup de gens, a-t-elle répondu, y compris un qui se souvient de vous avoir vu discuter avec Harper peu avant sa mort, et un autre qui a reconnu votre écriture sur une note très particulière. » Son sourire s'effaça. « Je pensais que tu n'étais qu'un amateur, dit-il doucement. Mais je t'ai sous-estimé. » Miss Marple eut un petit rire. « La plupart des gens le font, c'est mon avantage. » Il s'approcha et pendant un instant, sa voix devint presque intime. « Que voulez-vous, Miss Marple? Mes aveux? Je veux la vérité, dit-elle. Pas pour moi, mais pour Rosalind. Et pour Violette. Parce que si tu ne le dis pas, je t'assure que ça sortira de toute façon. » Sa mâchoire se serra. « Elle était censée disparaître, a-t-il déclaré. C'était l'accord. Après le procès, après la perquisition de ma clinique à Vienne, nous étions tous d'accord. Plus jamais personne n'en parlerait. Harper a rompu cet accord, parce qu'il a vu quelque chose qui n'allait pas dans le silence. Il a vu effet. « Te leviez, cracha Hartz. Il voulait de l'argent. Il voulait que Rosalind souffre à nouveau. Il pensait que la traîner dans un scandale la briserait. Je ne pouvais pas permettre ça. Alors tu l'as suivi au conservatoire? Je l'ai prévenu, a sifflé Hartz. Il m'a ri au nez. Il a dit que je serais de nouveau en prison avant l'automne. Et puis, il s'est précipité sur moi. J'ai repoussé. Il a glissé. Il s'est cogné la tête. Les yeux de Miss Marple se plissèrent. Un lapsus? Il fit une pause. Au début. Mais ensuite il a commencé à se lever et j'ai appuyé. Je me suis assuré. Qu'ils restèrent silencieux, ce moment chargé de finalité. Et puis, doucement, Miss Marple attrapa la cloche et la sonna une fois. La porte derrière eux s'ouvrit. L'inspecteur Crail est entré accompagné de 2 agents. Emile Hartz la regardait, avec une sorte d'admiration. « Tu m'as trompé. Je vous ai offert une chance, dit doucement Miss Marple. Vous avez choisi la vérité. » Plus tard dans la nuit, alors que Crail notait la déclaration officielle et que Hartz était escorté jusqu'à la gare, Miss Marple se tenait à l'extérieur de la véranda, levant les yeux vers le clair de lune qui se reflétait dans les vitres au-dessus. Rosalind Langham avait tout appris. Violette aussi. Ni l'un ni l'autre n'avait prononcé un mot lors des aveux de Hartz. Rosalind était devenue blanche comme un os. Violette avait serré ses mains si fort qu'elles en avaient tremblé. Mais personne n'avait pleuré, je suppose, dit Crail en la rejoignant dans le jardin. Je vous dois des excuses. Miss Marple sourit faiblement. Je me contenterai d'un retour, à la maison. Ils rient et ils se dirigèrent ensemble vers la porte. Je ne comprends pas, dit-il au bout d'un moment. Vous auriez pu remettre la note. Je l'ai confronté plus tôt. J'aurais pu, dit-elle, mais il aurait pu le nier, ou pire, s'enfuir. Il avait besoin d'être vu, nécessaire à croire qu'il avait encore le dessus. C'est le genre de personne qui se targue de sa subtilité. Et la photo? Cachée dans les pages de la vie de sainte. Hildegarde, à la bibliothèque du presbytère. J'avais le sentiment que Rosalind l'aurait laissée dans un endroit qu'elle considérait comme sacré. Ils atteignirent la porte, et Crail la lui ouvrit. « Encore une chose, a-t-il demandé. « Pourquoi ce soir? Pourquoi maintenant ?» Miss Marple fit une pause. « Parce que ce soir, tout le monde regardait quelqu'un d'autre. Et c'est le meilleur moment pour attraper un homme qui s'est toujours cru invisible. » Elle franchit le portail et s'engagea dans l'allée au-delà, le craquement du gravier sous ses talons s'estompant doucement dans la nuit. Le matin qui a suivi l'arrestation d'Emile Hartz s'est levé sur St. Jude's-on-Water avec un silence étrange,
comme si le village lui-même retenait encore son souffle. Une légère bruine embrumait les haies, recouvrant les vitres d'une rosée translucide et faisant scintiller les allées de pierre sous les pieds. Mais le calme n'était pas celui de la paix, c'était le silence qui suit après que quelque chose de non dit a finalement été dit. La nouvelle des aveux de Hartz n'était pas encore parvenue à toutes les oreilles du village, même si quelques lève-tôt avaient déjà remarqué la voiture de police garée devant le commissariat bien après minuit, et la femme du pasteur qui avait repéré Miss Marple rentrant chez elle juste avant 13 heures, remarqua doucement à son mari pendant le petit déjeuner: « Jane Marple a encore ce regard dans les yeux, celui qu'elle a quand elle a tout résolu, et ne dira rien tant qu'on ne lui aura pas demandé correctement. » Mais en milieu de matinée, la nouvelle commençait à se répandre. D'abord du maître de poste, dont la femme du cousin travaillait comme femme de ménage au commissariat et avait entendu dire par le sergent de nuit que quelqu'un avait avoué toute cette foutue affaire. À appui de Madame Braithwaite, qui a repéré l'inspecteur Crail quittant le manoir ce matin-là, avec un dossier sous le bras et un sourire si faible qu'il lui faisait paraître 10 ans plus jeune. Il ne fallut pas longtemps pour que les salons de thé, les boulangeries et même le vestibule de l'église deviennent le théâtre d'un nouveau type de théâtre. Ce n'est plus de la spéculation, mais conclusion. Et pourtant, dans tous les discours, il subsistait un sentiment de compréhension, incomplète. Qui était vraiment cet homme? Pourquoi était-il venu? Que s'était-il vraiment passé entre lui et la victime? Une seule personne en connaissait la forme complète, et cette personne, bien entendu, était Miss Marple. Cet après-midi-là, elle reçut une demande discrète de l'inspecteur Crail pour assister à un dernier débriefing au manoir. La maison, même si elle n'était plus bouclée, portait encore des signes de perturbation, les échos épars d'une soirée qui avait tout défait. Elle arriva ponctuellement à 3 heures, le châle bien serré autour de ses épaules, et fut conduite dans le même salon où, moins d'une semaine plus tôt, elle avait rendu une tasse de thé et dévoilé une vie cachée. L'inspecteur Crail, Madame Rosalind Langham et Violet Lane l'attendaient. La pièce était silencieuse lorsqu'elle entra, à l'exception du tic-tac rythmé de l'horloge en bronze doré sur la cheminée. « Miss Marple, » dit Crail en se levant, « merci d'être venue. » Elle fit un signe de tête à chacun d'eux tour à tour, puis s'assit tranquillement sur la chaise la plus proche de la fenêtre, son expression toujours aussi sereine. Crail s'éclaircit la gorge. « J'ai examiné la déclaration. Hartz, alias Hanbury, a avoué le meurtre de Félix Harper, mais je pense qu'il serait utile, pour le compte rendu et pour le bien de ces dames, de décrire la séquence des événements, tels que vous les comprenez. » Miss Marple inclina légèrement la tête, comme si elle s'était attendue à l'invitation depuis le début. « Très bien, » dit-elle en croisant soigneusement ses mains sur ses genoux. « Cela a commencé il y a des années, en réalité, à Vienne. Rosalind Langham était alors Helena Langenfeld, l'épouse d'un homme éminent aux prises avec de profonds problèmes financiers. Lorsque ces relations ont échoué, un scandale a éclaté. Le procès qui a suivi a menacé de ruiner plusieurs réputations. Rosalind a témoigné en échange de l'immunité, et son mari a subi de plein fouet les conséquences juridiques. Rosalind baissa les yeux sur ses mains. Parmi les personnes impliquées se trouvait un certain médecin privé, le docteur Emil Hartz, qui a été discrètement contraint de quitter le pays, soupçonné d'avoir falsifié des documents médicaux pour le compte d'un réseau d'hommes d'affaires corrompus. Bien qu'il n'ait jamais été formellement inculpé, son nom a été terni. Il a disparu. Le ton de Miss Marple restait doux, mais ses paroles étaient précises. Au fil du temps, Rosalind a déménagé en Angleterre, a changé de nom et a essayé de recommencer. Violette, la fille d'un de ses employés de maison, l'accompagnait, une fille dévouée, reconnaissante de la protection qui lui avait été accordée. Pendant plusieurs années, tout était calme. Elle fit une pause. Et puis Félix Harper est arrivé. L'inspecteur Crail se pencha légèrement en avant. Un avocat, a poursuivi Miss Marple, avec un goût pour le contrôle et une habitude d'exploiter les secrets. Il avait représenté l'un des plaignants dans l'affaire originale de Vienne,
et par pure coïncidence ou par poursuite calculée, il a retrouvé Rosalind. Qu'il l'ait recherchée ou tombé sur elle lors de recherches sur une question d'héritage, nous ne le saurons peut-être jamais. Mais une fois qu'il l'a fait, il a vu une opportunité. Violette leva les yeux écarquillés. Monsieur Harper a rendu visite à Rosalind sous prétexte de s'occuper de la succession à l'étranger de son défunt mari. En réalité, il rassemblait des moyens de pression, des lettres, des photographies et, par-dessus tout, la seule image qui la reliait à Hartz, une photographie prise lors du procès, dans laquelle tous les trois étaient au présent. Harper, Hartz et Rosalind. « Il a menacé de le libérer », murmura Rosalind, « pour tout détruire. » Miss Marple hocha la tête. « Oui, mais Harper a sous-estimé une chose, le nombre d'ennemis qu'il s'était fait. Il se croyait intouchable. » Elle se tourna maintenant vers « Violette, vous avez entendu une partie de leur dispute. Mais ce que vous ne saviez pas, ma chère, c'est que quelqu'un d'autre l'avait aussi entendu. Quelqu'un qui venait de réintégrer la vie de Rosalind, sous un nom différent. « Hanbury », dit Crail. « Précisément », dit Miss Marple. « Émile Hartz, caché à la vue de tous. Il se faisait passer pour un universitaire à la retraite et gardait une distance prudente, jusqu'à ce que Harper menace de défaire la nouvelle identité de Rosalind. Hartz l'avait protégée une fois, et quoi qu'il soit, il était cohérent dans son objectif de la protéger à nouveau. Il a affronté Harper au conservatoire ce soir-là. Une lutte s'est ensuivie. Harper est mort, d'abord par accident, mais ensuite intentionnellement. Hartz a veillé à ce que l'avocat ne parle plus jamais. « Mais pourquoi mentir à Rosalind ?» demanda Crail. Le regard de Miss Marple était fixe. Parce qu'il croyait la protéger. Et lui-même. Admettre le meurtre, c'était détruire ce qu'il pensait préserver. Rosalind détourna le regard. « Je n'en avais aucune idée. Il a dit qu'il était un vieil ami de mon père, qu'il était venu me rendre hommage. Il avait de bonnes intentions, dit doucement Violette. Mais il a fait une chose. Terrible. » Miss Marple hocha la tête. « Oui, comme le font souvent les gens lorsqu'ils se laissent guider par la peur. » Il y eut un long silence. Puis l'inspecteur Crail se leva. « Je crois que cela conclut notre enquête. » Rosalind se leva également, et pendant un instant, le masque, élégant qu'elle portait toujours, glissa, révélant l'épuisement qui se cachait en dessous. « Merci, Miss Marple, » dit-elle doucement. « Je ne sais pas comment recommencer. Encore une fois. »« Vous l'avez déjà fait, » dit gentiment Miss Marple. « Et cette fois, je suppose, avec moins d'ombre. » Alors que Miss Marple sortait sous le soleil de fin d'après-midi, elle s'arrêta devant la porte de Honeysuckle Manor. Les jardins avaient commencé à montrer des signes de reprise. Un jardinier qu'elle ne connaissait pas était en train de tailler les rosiers. Les rires des enfants résonnaient faiblement dans la verdure du village. Derrière elle, la maison était digne et immobile. La mascarade était terminée. Les secrets, pour la plupart, avaient été révélés, et la justice, aussi compliquée soit-elle, avait fait son chemin vers la surface. Miss Marple se tourna vers l'allée où une petite fille traçait des carrés, de marelle sur les pavés, et pour la première fois depuis des jours, elle s'autorisa un sourire. Toutes les fins n'exigeaient pas de grands gestes. Parfois, la paix arrivait aussi doucement que le crépuscule. La pluie est revenue tranquillement à St. Jude's-on-Water 2 jours plus tard, non pas la violente tempête fouettée par le vent à laquelle on pourrait s'attendre après une semaine de troubles, mais une légère bruine brumeuse qui a adouci les bords du village et lavé la poussière des maisons en pierre et des haies. C'était une pluie pour la réflexion, pour les promenades lentes et les pensées tranquilles. Une pluie qui correspondait à sa manière à l'humeur des villageois qui avaient été témoins de l'un des événements les plus étranges et les plus troublants que leur communauté ait connus depuis des décennies. À ce moment-là, l'affaire du meurtre était officiellement close. L'inspecteur Crail était parti ce matin-là, ses rapports rédigés et ses déclarations déposées. Émile Hartz était détenu dans l'établissement de Middleshire
en attente d'être officiellement extradé vers l'Autriche pour des accusations en suspens sans rapport avec le meurtre, même si toutes les conséquences de ces aveux suivraient en temps voulu. Comme Crail l'avait dit à Miss Marple en guise d'adieu, il y a la justice et puis il y a la juridiction. Nous avons fait notre part. Au cœur de la tempête, Honeysuckle Manor est resté debout, plus calme désormais, les jardinières replantées et les banderoles retirées depuis longtemps. La véranda était fermée à clé et Rosalind Langham avait licencié tous les membres de son personnel de maison, sauf un, Violet Lane, qui avait refusé de partir. « Je l'ai vu dans son pire état », avait dit doucement Violet à Miss Marple, et elle ne m'a jamais tourné le dos. Je ne tournerai pas le mien maintenant. Ils reconstruisaient quelque chose ensemble, moins un foyer, plus un lien. Une famille étrange, ébranlée, qui a enduré non seulement le scandale, mais la profonde solitude qui en découle souvent. Au magasin de thé Lily and Larkspur, les tables habituelles étaient à nouveau occupées par des visages familiers, même si les discussions avaient changé de ton. Là où autrefois les ragots allaient vite et de manière fantaisiste, qui avait porté quoi à la mascarade, qui avait dansé avec qui, maintenant les voix étaient plus mesurées. Naturellement, il y avait encore des spéculations, aucun village d'Angleterre n'y échappe. Mais il y avait aussi autre chose, le respect, pas seulement pour la vérité enfin découverte, mais pour la femme calme et persistante qui avait fait la découverte. Miss Marple, cependant, ne nourrissait pas d'admiration. Elle reprit ses habitudes normales avec aisance et invisibilité. Elle visitait l'église le mercredi, empruntait des biographies à la bibliothèque du presbytère et s'occupait de ses capucines. Elle était comme elle l'avait toujours été, douce, perspicace, curieuse. Mais quelque chose dans sa démarche était plus lente, plus réfléchie, comme si le poids de la fragilité humaine s'était enfoncé un peu plus profondément dans son âme. Le meurtre de Félix Harper n'avait pas été, pensait-elle souvent, un casse-tête d'une complexité exceptionnelle. Il s'agissait plutôt d'un nœud de peur humaine, tendu au fil des années, au-dessus des océans, au-dessus de couches de fausses identités et de loyauté désespérée. Et lorsque la peur mène la main, même ceux qui ont les meilleures intentions peuvent commettre des choses terribles. C'était dimanche après-midi lorsque Rosalind Langham est finalement venue nous rendre visite. Elle arriva sans annonce, vêtue non pas de sa soie formelle habituelle, mais d'un manteau de laine uni, avec un chapeau baissé et des mains sans gants qui tremblaient légèrement lorsqu'elle les pliait sur ses genoux. Miss Marple, assise près du feu avec son tricot, l'accueillit sans surprise. « Asseyez-vous, ma chère, dit-elle en se levant brièvement. Tu as l'air pâle. Je le sens, murmura Rosalind. Tout a changé. Encore une fois. Miss Marple versa son thé. Sucre? 2, s'il vous plaît. Je l'ai bien mérité. Il y eut un petit silence pendant qu'il sirotait. Puis Rosalind dit, « Ils m'ont offert une protection. Les Autrichiens, je veux dire, en échange de leur pleine coopération à leur enquête sur les relations antérieures de Hartz. » Miss Marple hocha la tête. « J'imagine qu'ils le feraient. Vous avez plus à offrir que vous ne le pensez. » Rosalind baissa les yeux. « Je n'ai jamais eu l'intention que rien de tout cela revienne. Je pensais que si je changeais de nom, enterrais le passé et recommençais dans un village dont personne ne se souvenait, tout disparaîtrait. Ce n'est jamais le cas, dit doucement Miss Marple. Le passé a une façon de s'enraciner. Si nous n'y prêtons pas attention, il trouve son propre chemin vers le haut. J'étais faible. Non. Tu avais peur. Ce n'est pas la même chose. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, le bruit de la pluie comme le tic-tac d'une horloge, contre les fenêtres. « Est-ce qu'ils me détestent ?» demanda soudainement Rosalind. « Les villageois ?» Miss Marple y réfléchit. « Non. Certains ont peut-être peur de vous, non pas à cause de ce que vous avez fait, mais parce que vous leur rappelez à quel point une vie peut changer facilement. À quel point la frontière est fragile entre respectabilité et scandale.
Rosalind soupira. Et Violette? Elle a choisi de rester. Cela est plus éloquent que toute autre chose. Rosalind finit son thé. Que dois-je faire maintenant? Miss Marple la regarda doucement. Vous vivez honnêtement. Vous dites la vérité lorsqu'on vous le demande, et vous restez gentil avec ceux qui vous ont soutenu. C'est plus que la plupart des autres. La femme plus âgée se leva et accompagna Rosalind jusqu'à la porte. Alors qu'elle cherchait le loquet, Rosalind fit une pause. « Pourquoi m'avez-vous aidé, Miss Marple? Pourquoi ne pas me laisser y faire face toute seule? Parce que j'ai vu ce qui arrive aux femmes qui en portent trop en silence, répondit doucement Miss Marple. Et parce que, malgré vos secrets, vous n'avez jamais cessé de protéger les autres. Rosalind hocha la tête, les yeux brillants. Merci. Et puis elle disparut, une silhouette solitaire disparaissant dans la ruelle brumeuse. Ce soir-là, le presbytère organisait son souper mensuel, et pour la première fois depuis des semaines, les rires revenaient dans le salon. Miss Tweddle avait apporté ses tartelettes à la confiture primée. Le vicaire récitait un peu de Cowper, et M. Longcroft, le nouveau gardien de Honeysuckle Manor, jouait une version hésitante de Manche verte à la mandoline. On a demandé, à plusieurs reprises, à Miss Marple si elle voulait bien raconter l'histoire du meurtre masqué. Mais elle souriait modestement à chaque fois et disait « Oh, je pense que nous avons eu assez de drames pour l'instant, n'est-ce pas ?» En privé, cependant, elle réfléchit à un dernier détail, sur lequel personne d'autre n'avait posé de questions. Le deuxième photographié. Celui que Rosalind n'avait jamais vu. Celui que Harper avait gardé caché derrière le premier. Dans l'enveloppe que Miss Marple avait récupérée dans le livre de la bibliothèque, il avait montré Violette, non pas comme une servante, mais comme une enfant, dans les bras d'un homme avec une épingle chirurgicale dans le col. Émile Hartz, son père. Miss Marple l'avait discrètement détruit. Certaines vérités, pensait-elle, étaient inutiles à révéler, en particulier celles qui ne faisaient que blesser des innocents, alors que le feu crépitait faiblement cette nuit-là et que ses aiguilles à tricoter s'arrêtaient. Miss Marple s'autorisa une dernière réflexion avant de se coucher. Le meurtre, avait-elle toujours cru, n'était pas simplement un crime. C'était une conséquence. De fierté, des secrets, de la peur, de l'amour devenu dangereux. Et parfois, ce n'est pas le mal qui a engendré les pires actions, mais une tentative désespérée de préserver le peu de bien qui restait. Dehors, la pluie s'est calmée, laissant le jardin frais et brillant sous la lueur des lampes. La paix, tout comme la vérité, était revenue à St. Jude's-on-Water pour l'instant.